Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Alexis Bautzmann. Il est rédacteur en chef du magazine Diplomatie. C'est un magazine qui traite de sujets liés aux relations internationales. Pas moins de 10 dossiers ont été consacrés à la Chine. On en parle tout de suite avec Alexis Bautzmann. Vous parlez de diplomatie de la dette en faisant référence à la Chine. Eh bien, ce point de vue n'est cependant pas argumenté de mon point de vue, bien que certains chiffres soient cités pour l'appuyer. Alors, il nous semble qu'en la matière, vous avez repris l'opinion souvent citée dans les médias occidentaux. Est-ce que vous avez cherché à investiguer en contactant par exemple des chercheurs chinois souvent au fait de ce qui se passe sur le terrain ? Parce que vous collaborez avec des chercheurs occidentaux, n'est-ce pas? Ce qui est très bien parce que ce sont souvent des chercheurs qui travaillent, pour la plupart, de façon sérieuse. Mais il me semble que ce serait peut-être tout aussi intéressant que vous contactiez aussi, lorsque vous parlez de la Chine, les chercheurs chinois. Alors, on ne travaille pas qu'avec des chercheurs occidentaux, on travaille beaucoup avec des chercheurs africains, avec des chercheurs asiatiques. Mais c'est vrai que avec la Chine, il y a peut-être une difficulté liée au rapport entre l'information et que par sa divulgation, en tout cas dans le pays. Voilà, on sent qu'avec des chercheurs chinois, ils vont plutôt avoir tendance à produire une information qui est celle du gouvernement plutôt qu'une information scientifique qui relève de leur propre recherche. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir, on peut se tromper, mais c'est en tout cas l'impression qu'on peut avoir souvent. Et en tout cas, plus généralement, parce qu'on parle des chercheurs, mais ça peut être aussi des journalistes, c'est vrai que un des problèmes, un des défis pour la Chine aujourd'hui, c'est aussi la liberté de la presse. Je crois que la Chine est tout en bas du classement mondial. Et c'est vrai que c'est difficile de travailler, par exemple, avec des journalistes chinois qu'on considère comme indépendants, parce que c'est notre objectif, parce que voilà, le contexte ne favorise pas forcément cet écosystème de liberté. Et du coup, vous préférez privilégier les sources d'information occidentales, on va dire. Ou asiatiques, mais qui ne sont pas chinoises. Un peu, Non, mais oui, ou asiatiques, mais qui ne seraient pas chinoises, mais avec des chercheurs qui vont sur le terrain ou qui ont une proximité scientifique, académique avec la Chine, oui. Mais c'est l'une des difficultés, d'ailleurs, ce n'est pas que dans le domaine géopolitique. Ouais. Dans le domaine économique aussi, c'est pareil. Lorsque vous avez des économistes qui veulent travailler sur la Chine, c'est assez compliqué parce que les données chinoises sont extrêmement contrôlées. Je parle des données macroéconomiques. Vous croyez que les données françaises ne le sont pas ? On a des organismes en France qui sont censés être indépendants. On peut débattre là-dessus, mais qui sont censés être indépendants et avec des niveaux de transparence ou de croisement des informations qu'on peut assez facilement évaluer. En Chine, c'est compliqué. Alors c'est compliqué parce que c'est un énorme pays. Et donc déjà, rien que le fait de mettre en place des outils pour essayer de récupérer ce genre d'informations pour les autorités chinoises, j'imagine que c'est compliqué. Et puis ensuite, voilà, comme je vous le disais, comme on le disait au tout début de notre conversation, la Chine n'est pas une démocratie. Il y a quand même un élément qu'on peut attribuer à la démocratie. Mais pas une démocratie au sens occidental. Au sens occidental, mais en tout cas d'un point de vue occidental, l'un des éléments qui va avec la démocratie, c'est la transparence. Voilà, c'est comme ça. En Chine, je ne suis pas sûr que la transparence soit un objectif pour les autorités chinoises. Et donc, lorsqu'on est dans un système politique où la transparence n'est pas un objectif, c'est vrai que dans certains domaines, c'est assez difficile d'avoir accès à l'information. Je crois que la transparence, on va dire, faut que les pays occidentaux, tout comme les pays asiatiques, fassent des efforts tous les deux. Parce que je ne pense pas qu'aux États-Unis, la transparence soit un modèle. Alors, dans certaines démocraties, effectivement, vous avez des États qui ne sont pas des modèles de transparence. Mais l'écosystème politique permet à d'autres structures, ça peut être des think tanks, ça peut être des partis politiques, etc., de pouvoir agréger des informations complémentaires et de pouvoir les croiser avec celles de l'État et de vérifier si l'État ment ou pas. Dans des pays qui ne sont pas des démocraties, c'est beaucoup plus compliqué. C'est peut-être ça la différence. Alors, pour revenir à la diplomatie de la dette, j'ai encore une question.
En fait, dans beaucoup de pays en voie de développement, on sait que le plus gros problème, c'est le manque de dynamisme en matière de développement. Parce qu'il manque de fonds, justement. Emprunter permet parfois, justement, de se développer plus rapidement si les emprunteurs parviennent à gérer les dettes correctement. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez utilisé, je dis vous, c'est l'auteur de l'article, a utilisé l'expression diplomatie de la dette, ce qui semble indiquer que la Chine cherche intentionnellement à rendre ces pays, on va dire, endettés. Est-ce que cela correspond à la réalité des faits? Alors, je ne suis pas sûr que le terme diplomatie de la dette soit synonyme de ce que vous venez de dire. Par contre, effectivement, ça procède d'une volonté, ça c'est une évidence, mais une volonté n'est pas forcément négative. Cette diplomatie de la dette, toutes les grandes puissances l'ont utilisée. Donc ce n'est pas propre à la Chine. La France a une politique de développement vis-à-vis des pays africains, par exemple, ouais, qui a été importante. Les États-Unis aussi. Toutes les grandes puissances, à un moment donné, ont utilisé ce levier. Mais dans ce cas-là, il faut s'entendre tout d'abord sur la connotation de l'expression diplomatie de la dette. Diplomatie de la dette, c'est-à-dire que prêter de l'argent à des pays essentiellement en voie de développement avec un objectif de politique étrangère. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la philanthropie, mais c'est pour aussi pour que cet argent puisse bénéficier aux intérêts, en l'occurrence de la Chine. C'est ça, la diplomatie de la dette. C'est de faire en sorte que ce soit un outil de politique étrangère et pas la philanthropie. Mais c'est ce que font tous les pays, ce n'est pas quelque chose de propre à la Chine. Et c'est un terme qui est assez doux, parce que chez beaucoup d'auteurs, on ne parle pas de diplomatie de la dette, mais de piège de la dette. Où là, c'est quelque chose de beaucoup plus connoté. Ça devient accusateur, en fait. Alors là, effectivement, c'est un point de vue qui est négatif, qui peut tout à fait se défendre selon les pays qu'on observe. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie stratégie chinoise d'aide au développement vis-à-vis de pays qui sont des... L'aide au développement n'est pas synonyme de diplomatie de la dette. Je ne pense pas que l'un soit synonyme de l'autre. Alors c'est peut-être ça ne procède pas du tout de la même volonté. C'est peut-être un terme journalistique, diplomatie de la dette. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être faire attention. Mais ça c'est un point de vue... Voilà, mais bon, je pense que le lecteur... se trompera pas forcément dans le jugement qu'il aura lorsqu'il pourra lire ce type de titre. Mais plus globalement, oui, c'est la richesse. On parlait tout à l'heure de l'extraordinaire développement de la Chine en 20 ans. Une partie de cette richesse, une grande partie a été utilisée en Chine elle-même pour des développements d'infrastructures, etc., pour l'innovation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une autre partie, qui est quand même importante. Je crois que l'argent qui a été prêté aux pays en voie de développement, c'est à peu près 800 milliards de dollars, c'est considérable. L'a été à l'extérieur, donc ça a été un outil de politique étrangère, parce que c'est toujours un outil de politique étrangère, que ce soit la Chine qui prête de l'argent, ou que ce soit la France qui prête de l'argent. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les objectifs de la Chine lorsqu'elle va prêter de l'argent au Kenya ou au Sri Lanka. Si c'est dans un but gagnant-gagnant, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais en soi, c'est même pas critiquable. C'est ça que je veux dire. C'est que parfois, les autorités chinoises, je les trouve un peu sensibles sur la question, alors qu'en réalité, les Américains font la même chose, les Français font la même chose, les Italiens font la même chose. Est-ce que vous avez une explication sur cette hypersensibilité ou cette sensibilité de la part du gouvernement chinois lorsqu'on utilise tel ou tel terme pour parler de telle ou telle stratégie de la Chine? Vous avez une explication? Alors, j'attends que vous me la livriez, et puis ensuite, je vous donnerai mon point de vue. Je préfère entendre la vôtre d'abord. Non, je pense que les autorités chinoises se sont ouvertes au monde récemment. On parle d'une vingtaine d'années. Ils n'ont pas forcément ils n'ont pas fait l'usage des outils de communication et des stratégies de communication telles qu'elles peuvent exister dans une démocratie occidentale, par exemple. Donc ils sont beaucoup plus réticents à la critique. Et ils considèrent que toute critique est vécue comme quelque chose de quasi existentiel par rapport à leur propre régime. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Ce qui est, à mon avis, une erreur stratégique, parce que subir la critique, c'est pas forcément l'expression d'une faiblesse, mais au contraire, ça peut représenter une force.
si on est capable de faire face aux critiques et de se construire à travers des critiques en argumentant, parfois les critiques sont fondées et ça nous permet d'éviter des erreurs, parce que parfois on en fait. Même les États, même les plus grands États font des erreurs. Donc c'est utile de pouvoir écouter sans filtre ce qui est dit à l'étranger sur soi. Ça peut être un bon miroir. Et puis si on n'est pas d'accord effectivement avec ces critiques, c'est qu'il y a des raisons, et à ce moment-là, ça permet de défendre sa position. Mais l'idée que toute critique est forcément un outil de déstabilisation, je crois que voilà. Il ne faut pas oublier l'histoire de la Chine contemporaine. Elle est liée au Parti communiste, et dans l'idéologie communiste et dans la logique de communication des instances communistes, il y avait quand même cette idée que tous ceux qui étaient contre soi étaient des ennemis. Donc je pense qu'on est en Chine, mais on le voit dans d'anciens pays communistes, il y a toujours un peu cette tradition. Mais c'est une erreur, à mon avis. Pas dans les pays occidentaux? Si, mais à commencer par les États-Unis, par exemple, qui considèrent tous les pays qui ne sont pas d'accord avec eux comme faisant partie de ce qu'ils appellent l'axe du mal. L'Iran, la Corée du Nord, la Chine. Mais si, bien sûr, mais aucun pays n'entend les critiques de manière agréable. Même à titre personnel, aucun individu n'entend les critiques. Donc il faut toujours faire un effort. Après, c'est le niveau de critique qui est aussi important. Si c'est des critiques systématiques, voilà. Et si elles sont systématiquement infondées, c'est autre chose que... Voilà. Et puis j'entends votre point de vue. Votre point de vue. Alors, il y a une autre explication, c'est que moi, je vous parle de ce que je sais, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai entendu, c'est que les Chinois, y compris les membres du gouvernement et même les journalistes chinois, ont l'impression que dans les pays occidentaux, lorsqu'on parle de la Chine, c'est systématiquement sous un angle négatif. Bon, on peut très bien critiquer, là n'est pas la question, mais à partir du moment où, à longueur de journée, à longueur d'article, on critique la Chine, tout ce que fait la Chine est négatif. Le problème, c'est que, ok, les journalistes qui sont plus ou moins au fait de ce qui se passe sur le terrain peuvent lire tout cela avec un certain recul, mais pas le français moyen, vous voyez, c'est ça le problème. Ce qui fait que parfois, certains journalistes disent que, des journaux chinois disent que, bon, quand on fait un micro-trottoir dans les rues de Paris et qu'on pose des questions sur la Chine à des gens qu'on rencontre systématiquement, en fait, ils disent non parce que quand c'est la Chine, pour eux, c'est forcément négatif. Vous ne trouvez pas qu'on va un peu trop loin là ? Il faudrait faire sans doute plusieurs émissions là-dessus parce que c'est un vrai et beau sujet. D'abord, il faut bien se rendre compte que l'image de la Chine a évolué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un essentialisme anti-chinois en France. Il y a eu des périodes où les Français étaient plutôt plus attirés par la Chine et puis d'autres où ils le sont un peu moins. Alors ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend sans doute en partie du traitement journalistique français, mais qui lui-même répond à une actualité. Ça dépend aussi de l'attitude des autorités chinoises, qui peuvent être plus ou moins souples par rapport à un certain nombre de sujets, qui peuvent avoir une stratégie de communication plus ou moins en concordance avec ce que peuvent attendre les Occidentaux. Et puis il y a aussi une façon de voir la Chine qui peut être parfois un peu biaisée. Aujourd'hui, on ne traite la Chine qu'à travers l'aspect puissance, défense, militarisation et droits de l'homme, qui sont des vrais sujets, ce sont des vrais sujets. Peut-être que si on parlait aussi de questions culturelles ou de questions historiques, de choses qui sont sans doute moins problématiques dans la façon de traiter l'information, ça n'effacerait pas les sujets précédents dont je viens de parler, qui sont des vrais sujets et dont il faut qu'on parle, mais ça permettrait déjà de mieux comprendre ce que c'est que la Chine. Parce qu'on se rend compte effectivement que les Français, globalement, ne connaissent pas la Chine. Mais je vous rassure, ils ne connaissent pas plus d'autres pays. Comme les Chinois, globalement, ils ne connaissent pas bien la France. C'est le vrai défi des groupes de presse, des scientifiques, des universités, que d'essayer de transmettre une connaissance sur tel ou tel pays. D'autant plus que nous vivons aujourd'hui dans l'ère de la mondialisation. Raison de plus pour que les États se comprennent, afin que les peuples se comprennent pour mieux vivre ensemble.
Oui, mais ça, mais vous savez, il y a enfin, je note depuis quelques années qu'il y a un rapport entre notamment la France et la Chine qui se rigidifie. Mais c'est aussi lié, par exemple, au fait que la diplomatie chinoise a aussi changé de ton ces dernières années. C'est plus du tout le même ton qu'il y a 10 ou 15 ans. Alors on peut expliquer ce ton. Voilà, enfin, je connais une partie des arguments chinois, mais il faut se mettre aussi du côté français. Et c'est assez étonnant d'avoir en face de soi un pays qui, pendant des années, a eu un discours assez pacifié, d'une certaine manière, et qui, aujourd'hui, a un discours un peu plus presque guerrier sur certains sujets, très nationaliste. Et ça, forcément, il y a une forme de discordance entre l'image qu'on avait pu avoir de la Chine à un moment donné et celle qui pourrait être véhiculée aujourd'hui par une partie de la diplomatie chinoise. Justement, ce sera ma dernière question. Les relations diplomatiques entre la France et la Chine ne semblent pas au beau fixe. Comment l'expliquez-vous et comment les améliorer de votre point de vue? C'est ça qui est important, en fait. Alors, moi, je pense qu'on a... Alors, les Français, mais plus globalement, notamment les Occidentaux, enfin les Européens et les Occidentaux, ont fait de nombreuses erreurs sur la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont considéré, dans les années 90 et au début des années 2000, que la Chine, c'était un pays sous-développé, qui n'était bon qu'à produire les biens manufacturés qu'on envoyait chez eux. D'où l'atelier du monde. Voilà. Donc il y avait une vision assez condescendante vis-à-vis de la Chine et des Chinois. Et moi-même, souvent, j'ai entendu certains dirigeants indiquer que la Chine ne serait quasiment jamais vraiment une puissance parce qu'il était capable que de reproduire ce qu'on leur donnait à faire. Donc ça, c'est une erreur qui est fondamentale, déjà parce que ça ne repose pas sur une réalité historique. La Chine, c'est autre chose que ça. Et puis les événements des années 2000, des 20 dernières années, nous montrent qu'en réalité, la Chine s'est vraiment éveillée. Aujourd'hui, c'était plus simplement un pays qui est la fabrique du monde, mais c'est un pays d'innovation et dans des domaines de pointe, ce qui inquiète beaucoup d'autres pays d'ailleurs, notamment les États-Unis, mais aussi les pays européens, parce que justement, ils n'avaient pas anticipé ça. Ils considéraient que voilà, la Chine n'était pas capable, ou elle ne serait capable de faire ça que à l'horizon 2050-2070. Donc il y a un retour à la réalité qui est un peu brutal. Et ce retour à la réalité... Mais ce n'est pas la faute de la Chine. Non, mais c'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous explique. C'est que ce retour à la réalité, il peut provoquer des formes de repli ou même de lecture un peu paranoïde des choses par rapport à la Chine. Après, il y a la situation politique chinoise qui a aussi évolué en interne. La gouvernance chinoise aujourd'hui est sans doute plus ferme, plus dure que ce qu'elle n'était au début des années 2000. Et ça, voilà, c'est une lecture qui procède de la réalité. Et dans des pays où la notion de liberté et de démocratie est cardinale, c'est vrai que c'est un élément qui oblige à une certaine retenue et à une distanciation entre l'Occident et la Chine. Et puis un dernier point juste, il y a les questions purement militaires, où on se rend compte que la Chine aujourd'hui, elle investit de plus en plus dans le domaine militaire. Elle a un discours sur Taïwan. 10 fois moins que les États-Unis. Je sais. Alors, Voilà. là, il peut y avoir un débat parce que. Ouais. Mais elle investit beaucoup moins que les États-Unis, ça c'est une évidence. Mais elle investit beaucoup quand même. Et pourquoi justement ? Et elle a un discours sur Taïwan qui semble, du point de vue européen, beaucoup plus guerrier que ce qu'il pouvait être il y a quelques années, il y a quelques décennies. Et donc ça crée de l'inquiétude. Et cette inquiétude, elle se traduit par un traitement de l'information qu'on connaît en France et ailleurs. Pour répondre à votre inquiétude, je pense que concernant la question de Taïwan, il serait plus judicieux de parler des relations entre la Chine continentale et Taïwan en prenant en compte l'ingérence des États-Unis. Et là, on analyserait les choses différemment. Mais cela dit, ça fait partie d'une discussion oui, on peut, mais beaucoup plus approfondie, qui ne fait pas l'objet de notre interview. On en parlera une autre fois, si vous voulez. Taïwan. Parce que vous avez fait un dossier sur Taïwan, justement. Ah, oui. Et ça m'intéresse de voir. Qui est en kiosque actuellement. Oui. Comment vous le traitez, comment vous positionnez les États-Unis par rapport à la Chine continentale et par rapport à Taïwan, parce que ça, c'est un élément essentiel. Le rôle que jouent les États-Unis, et d'ailleurs depuis, on va dire,
depuis le siècle dernier. Hein. C'est Oui. pas récent, Non, justement. Ouais. Et c'est un point d'ailleurs qu'on oublie souvent en Europe et en France. L'Europe n'est pas étrangère à la Chine parce que l'Europe a été un acteur impérial sur le territoire chinois. Ça, souvent les Français l'oublient, que les Français avaient des ports en Chine qui étaient des concessions, qu'il y a eu ce qu'on appelle les traités inégaux au XIXe siècle, qui ont profondément meurtri la nation chinoise. En effet. Et le discours très nationaliste qu'on peut relever aujourd'hui, on sent qu'il y a une forme de revanche, parce qu'aujourd'hui la Chine est devenue une puissance, et ça c'est incontestable. Et c'est vrai que cette dimension-là, elle n'est pas forcément bien comprise en Occident, mais elle est essentielle. Si on ne la connaît pas, on a du mal à comprendre la position chinoise et le discours chinois. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur, mais en tout cas, ça permet de l'expliquer en partie. Exactement. C'est peut-être le rôle justement des médias occidentaux de mieux expliquer les choses, hein, comme vous, par exemple. Au moins de débattre. On peut tout à fait débattre sans être d'accord avec la position officielle chinoise, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait anormal lorsqu'on est français, on a une vision du monde qui n'est pas la vision chinoise. Donc, mais ce débat-là est indispensable. Je pense que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui, de pouvoir avoir des débats libres, qu'on soit d'accord. On est là pour discuter librement, justement. On voit très bien qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, ce qui est tout à fait normal. Moi, on peut échanger des arguments, et puis les gens se font leur propre opinion. Moi, je voulais juste conclure, on va dire, sur le mot revanche chinoise, parce que de plus en plus de Français, hein, notamment les journalistes français, parlent de la revanche chinoise comme étant un élément inquiétant, parce que la Chine a subi l'humiliation durant plus de 100 ans, au siècle dernier, et bien cette nation-là, elle cherche à se venger. En fait, je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait comprendre le terme revanche. La revanche. Pourquoi? Parce que pour la Chine, c'est on va dire, c'est une sorte de motivation qui pousse les Chinois à aller de l'avant. Et d'autre part, vous pouvez parler de la revanche, mais il faut comprendre que parce que la blessure, elle est encore récente, tout comme la France, hein, qui a été sous la domination des Allemands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les gens qui ont fait la résistance, je pense que eux aussi, à l'époque, ils éprouvaient une sorte de sentiment de revanche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont quand même, on va dire, se sont ralliés à Charles de Gaulle pour justement bâtir une France libre. Oui. Libre, la Chine libre et indépendante. Mais voilà. justement, là, ce qui fait la grande force de la France de l'après-guerre, c'est qu'elle a su passer outre cette idée de revanche et construire quelque chose avec l'Allemagne. Alors pour ce qui est de la... Aujourd'hui, c'est plus ou moins apaisé, peut-être. C'est apaisé. Après, il peut y avoir des relations économiques ou commerciales qui parfois sont tendues parce que les entreprises françaises et allemandes sont des compétiteurs les uns les autres. Mais globalement, d'un point de vue politique, les deux pays vont dans la même direction et partagent les mêmes valeurs. Donc ça prouve qu'on peut avancer, même lorsque des pays ont peu de choses en commun et se sont fait la guerre pendant des siècles. Mais pour revenir juste sur l'idée de revanche chinoise, moi j'entends pas l'idée de revanche chinoise comme forcément quelque chose de guerrier, mais plutôt comme la volonté d'être enfin respecté. Je pense que là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, justement. On est plus proche de la réalité. Ouais. Après, il peut y avoir en termes de communication, en termes de placement politique, il peut y avoir des erreurs de stratégie ou des errements qui font que, à force de vouloir être respecté, on en fait peut-être un peu trop. Et puis, il y a quand même des sujets qui prêtent à débat. La Chine et Hong Kong, par exemple, c'est un vrai problème, là, pour le coup, sur l'image de la Chine qui est donnée aux Occidentaux. On parlait de la dégradation de l'image de la Chine en Europe. Le dossier à Hong Kong a largement contribué à ça. Donc c'est une vraie question. Alors on peut en débattre, mais c'est une vraie question. Je pense que ça mérite un débat, voilà, tout à fait, avec plusieurs acteurs. Hein.
Ouais, parce que je pense que ce serait intéressant on va dire, de faire participer un certain nombre de chercheurs chinois, parce que leur point de vue sur Hong Kong est totalement différent de celui qu'on entend en Occident. Et voilà. Ben, Or, cette information-là, elle ne passe pas ici. C'est un peu étonnant quand même. Parce que je pense qu'on manque de plateformes de débat. Justement. Mais c'est des vrais sujets. Il y a Hong Kong, il y a les Ouïghours, il y a des sujets qui traversent l'actualité en France, en Europe, en Occident. On sent que dès qu'on aborde le sujet, il y a un raidissement du côté chinois. Mais je pense que l'intérêt de la Chine, c'est d'essayer de communiquer, de débattre. Et comme ça, au moins, les Européens se feront une vraie opinion. Est-ce que les Chinois ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? Avec vous. Donc, et il est possible qu'ils aient tort, les Chinois. L'intérêt de la Chine, c'est justement de communiquer. Or, je termine là-dessus, le problème... c'est que les Chinois ont le sentiment que leurs informations ne passent pas. Ici, on ne leur permet pas justement de s'exprimer, d'exprimer leur point de vue. Ça aussi, c'est un grand problème. Si vous voulez que les deux communiquent, il faut quand même avoir une plateforme à laquelle les deux parties peuvent accéder, n'est-ce pas? Voilà. Peut-être parce qu'il manque de plateformes de ce type. C'est tout le problème. Mais, et puis, il faut aussi que les autorités chinoises ou les Chinois en général, mais qui sont censés porter un discours, acceptent la critique. Ça, c'est important, parce qu'il ne peut pas y avoir de débat sans accepter une parole qui ne viendrait pas épouser sa propre vision du monde. Si la critique, elle est justifiée et argumentée. Ah, bien sûr. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Bien sûr.